Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko au cœur d'une séquence politique aux messages jugés divergents. Au Maroc, au moins 9 morts dans l'effondrement d'un immeuble résidentiel à Fès. Et puis en Afrique du Sud, Durban évacue des centaines de migrants craignant des violences xénophobes. Apprends le chauffeur, c'est le sentier. Oui, c'est le sentier. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Comme je l'annonçais en titre, au Sénégal, la scène politique est marquée par une importante séquence de communication institutionnelle. Le président Bassirou Diomaye Faye a entamé une série d'échanges avec les forces vives de la nation jusqu'au 31 mai, tandis que le Premier ministre Ousmane Sonko doit répondre aux questions des députés lors d'une séance publique, une simultanée perçue par certains observateurs comme révélatrice de divergences dans la communication au sommet de l'État. Double exercice de dialogue à la tête de l'État sénégalais. Le président Bassirou Diomaye Faye ouvre aujourd'hui 10 jours de concertation avec l'ensemble des forces vives de la nation, sorte de nouvelle formule élargie du dialogue du 28 mai qui existait depuis 10 ans. Quasiment dans le même temps, le Premier ministre Ousmane Sonko va tenir demain une séance de questions d'actualité face aux députés, 2 calendriers qui se croisent, voire qui se percutent, estiment plusieurs analystes. RFI Dakar, Léa-Lisa Vesterov. En lieu et place de la journée du dialogue, convoquée chaque année le 28 mai avec l'ensemble des forces vives, depuis sa création il y a 10 ans, Bassirou Diomaye Faye a annoncé vouloir organiser 10 jours de concertation avec les différentes composantes de la société, ONG, partis politiques, chefs traditionnels et religieux notamment. Une façon d'affirmer cette image d'homme de dialogue, analyse le professeur de sciences politiques Maurice Soundiek-Dione, alors que le chef de l'État veut faire de la concertation son style de gouvernance. Ces rendez-vous doivent aussi servir à contrer les critiques des partis d'opposition qui dénoncent un manque de consultation justement sur la réforme de la loi électorale, par exemple, adoptée dans la controverse, et alors qu'une série de réformes constitutionnelles ont été annoncées. Presque dans le même temps, l'autre tête de l'exécutif, le Premier ministre Ousmane Sonko, a promis de s'adresser vendredi aux députés de l'Assemblée nationale. Une 5e séance de questions d'actualité prévue dans le calendrier républicain, mais dont le timing interroge.
Pour éviter un potentiel télescopage, une coordination entre les deux aurait été possible, affirme l'analyste Hassan Samb. Mais dans la configuration actuelle d'une compétition d'associés rivaux à la tête de l'État au Sénégal, observe le professeur Maurice Soundiek Dione, ce double rendez-vous n'a rien d'étonnant. Au Maroc, un immeuble résidentiel s'est effondré jeudi dans la ville de Fès. Selon les autorités locales, au moins 9 personnes ont perdu la vie dans ce drame. Les équipes de secours poursuivent les recherches dans les décombres afin de retrouver d'éventuels survivants. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'effondrement. Plus de détails dans cet élément. Au moins 9 personnes ont trouvé la mort dans l'effondrement d'un immeuble résidentiel de la ville de Fès au Maroc ce jeudi. Un premier bilan faisait état de 4 décès et 6 autres personnes blessées dans cet accident. On ignore combien de personnes se trouvaient au total à l'intérieur de cet immeuble de 4 étages au moment de l'effondrement. Le dernier bilan était encore provisoire selon un tribunal de Fès qui l'a annoncé, ajoutant qu'une enquête avait été ouverte. En décembre dernier, 2 autres immeubles se sont effondrés à Fès, faisant au total 22 morts. En mai de l'année dernière, toujours à Fès, 9 personnes ont trouvé la mort lors de l'effondrement d'un immeuble résidentiel. Le périmètre autour du bâtiment effondré a été bouclé et les habitants des immeubles voisins ont été évacués par mesure de précaution. En Afrique du Sud, à présent, les autorités de Durban ont procédé à l'évacuation d'environ 400 migrants, craignant des violences xénophobes. Ces personnes originaires, notamment de la République démocratique du Congo, du Rwanda, de la Somalie ou encore de l'Ouganda, ont été transportées vers un centre gouvernemental destiné aux réfugiés. Cette mesure intervient dans un contexte de tensions récurrentes contre les étrangers dans certaines villes sud-africaines. Craignant des violences imminentes, près de 400 ressortissants étrangers ont été évacués jeudi d'un centre religieux de Durban par les autorités sud-africaines après plusieurs jours de menaces et d'intimidations menées par des groupes anti-immigration. Femmes, enfants et travailleurs migrants originaires notamment de République démocratique du Congo, du Rwanda, de Somalie ou d'Éthiopie avaient trouvé refuge dans les locaux du Conseil des Églises Diaconia. Je suis cordonnier. Des membres de cette organisation sud-africaine sont venus me chasser de mon lieu de travail. Ils sont venus nous expulser. Alors maintenant, je n'ai plus d'emploi. Et dans ces conditions, c'est très difficile de subvenir aux besoins de ma famille. Des militants anti-migrants ont hué les réfugiés au moment de leur évacuation, tandis que plusieurs occupants des bus brandissaient leurs papiers d'identité pour prouver la régularité de leur présence sur le territoire sud-africain. Ruben Louis-Fella est désormais sommé de quitter le quartier où il a grandi. Le seul foyer que j'ai connu, c'est l'Afrique du Sud, et maintenant ils viennent nous dire de rentrer chez nous. Je ne me sens pas en sécurité. Même certains de mes amis à l'école avec qui je m'entends bien me disent « Hey Ruben, c'est pour quand le retour chez toi ?» avec leur slogan « Niambani » qui veut dire « Quand est-ce que vous partez ?» Durban est régulièrement l'épicentre des violences xénophobes qui secouent l'Afrique du Sud depuis près de 20 ans. La vague la plus meurtrière en 2008 avait fait 62 morts. D'autres flambées ont suivi en 2015, 2019 puis 2021 sur fond de chômage massif, de pauvreté persistante et de fortes tensions politiques. La Turquie accueille les 422 militants de la flottille pour Gaza expulsés par Israël. Arrivés à Istanbul, plusieurs membres du convoi humanitaire affirment avoir subi des violences physiques et d'un mauvais traitement après l'interception de leur navire. Cette affaire ravit les tensions autour de l'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza. Une
Une avant-dernière actualité pour boucler ce journal. En Ukraine, la ville de Soumy a été touchée jeudi par une frappe russe ayant provoqué plusieurs incendies. Les autorités ukrainiennes annoncent 6 blessés, dont un enfant. Les secours ont rapidement été déployés pour maîtriser les flammes et venir en aide aux victimes afin que les combats se poursuivent dans plusieurs régions du pays. Et puis, une dernière actualité pour boucler ce journal. En France, la Cour d'appel de Paris a condamné jeudi Airbus et Air France pour homicide volontaire dans le crash du vol Rio-Paris survenu en 2009. Les deux entreprises ont été déclarées entièrement responsables de l'accident considéré comme la catastrophe aérienne la plus meurtrière de l'histoire et de l'avion française. Ils sont reconnus coupables d'homicide involontaire. Elles avaient été relaxées en première instance. Le crash en 2009 avait fait 228 morts. On retrouve Marie Schuster à la cour d'appel. Cette décision, elle était attendue par les familles des victimes du crash Rio-Paris depuis 17 ans. Airbus et Air France ont finalement été condamnés en appel pour homicide involontaire. Lors de ces réquisitions, le parquet général avait réclamé une peine, je cite, infamante, une condamnation jetant l'opprobre sur les deux entreprises. Pour reprendre ces mots, la Cour d'appel a donc suivi ces réquisitions et déclaré la société Airbus coupable des faits qui lui étaient reprochés en ne prenant pas toutes les décisions nécessaires, a dit la présidente de la Cour d'appel, pour informer les pilotes de la panne des sondes Pitot. Déclaré également Air France coupable pour ne pas avoir mis en place la formation adaptée en cas de panne des sondes Pitot. Deux actions, a dit la présidente de la Cour, qui ont empêché les pilotes de réagir. Airbus et Air France ont chacune donc été condamnées à une peine de 225 000 € d'amende, une peine qui peut paraître symbolique, mais une peine infamante, comme l'avait réclamé l'avocat général, et qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur les carnets de commandes du constructeur, mais également sur l'image de la compagnie aérienne. Quant aux familles des victimes présentes dans la salle, eh bien, elles réclamaient, elles, que l'honneur de leurs proches, les pilotes, l'honneur des pilotes soit enfin lavé après 17 ans. C'est désormais chose faite. La longue liste des noms des 228 passagers et personnels navigants est en ce moment lue dans la Cour d'appel de Paris par la présidente, et ce, dans un silence tout à fait religieux. Mesdames et messieurs, voilà qui me fait à cette édition. Merci de m'avoir suivi et très belle suite de programme à tous et chacun.